aussi penser qu'il y aurait un photographe sur les lieux qui va vous photographier avec des petites affichettes démontrant que vous êtes engagé dans un mouvement de je bouge, et vous pouvez déjà vérifier sous votre chaise, à toutes les 3 chaises, il y a un coupon qui va vous permettre d'avoir une photo gratuite au 5 à 7. Est-ce qu'il y en a qui l'ont trouvé? Il est censé avoir des coupons en dessous de vos chaises. Elle en a un, d'accord. Alors, vous vous présentez au 5 à 7. Évidemment, il y a des photographies qui sont d'une gracieuseté du groupe financier Alléluia. Alors, les gens les ont trouvés? Excellent. Alors, ça va? Ça les a fait bouger, en tout cas, Charles? Alors, effectivement, le photographe sera là, va prendre des photos de vous et vous pourrez mettre sur Facebook vos images, sur vos sites web, etc. Ouais. Tiens, comme vous avez été un public attentif, je vais vous raconter une blague en santé ce matin. C'est l'histoire du patient qui s'en va voir Dr. Messier à son cabinet. Je ne sais pas si vous avez encore un cabinet, non? Alors, le patient s'en va voir Dr. Messier, il dit « J'ai vraiment des problèmes de santé, ça va pas bien, tout va mal. » Alors, Dr. Messier passe une batterie de tests, au terme desquels il fait venir à son bureau, il dit « J'ai vraiment des mauvaises nouvelles pour vous, ça va vraiment pas bien. Vous avez la syphilis, le sida, puis votre dernier voyage en Afrique, là, vous êtes revenu avec les mots-là. » Alors, le gars, il s'écrase par terre, il n'en peut plus, il dit « Oui, mais ça n'a pas de bon sens, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? » Dr. Messier, il dit « On ne peut pas faire grand-chose, mais on a une diète spéciale pour vous. » Alors, il dit « Le matin, vous allez avoir des crêpes, le midi, du filet de sole, et le soir, de la pizza. » Le gars, il le regarde un peu interloqué, il dit « Vous pensez vraiment qu'avec ça, je vais aller mieux? » Il dit « Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est tous des aliments qui vont passer en dessous de votre porte. » Voilà, on va éviter la contamination. La prochaine conférence, on reçoit maintenant un tandem de conférenciers, Mme Louise Crawford et M. Miguel Fridé de la financière Sun Life. Ils sont passionnés par la santé eux aussi, comme vous allez le voir. Ils font équipe pour nous présenter des moyens simples et efficaces de prévenir, d'identifier, de gérer les absences. Pour eux, ça ne fait pas de sens que le travail puisse nous rendre malades. Vous connaissez sans doute les coûts de l'invalidité dans votre entreprise, mais avez-vous pris le temps de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces chiffres-là? Comment détecter les personnes qui souffrent dans les organisations et comment leur venir en aide? Mme Crawford est spécialiste principale santé mieux-être et M. Miguel Fridé est un conseiller expert en invalidité longue durée. Ils nous livrent leurs réflexions et leurs solutions pratiques au présentéisme et à l'absentéisme. On vous écoute. Bonjour, bonjour. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, ça fonctionne. OK, on se met comme ça, on fait le nom. Bon, donc, la gestion efficace de l'absentéisme, on a tous un rôle à jouer. Dans le fond, c'est ça qu'on veut mettre en phase aujourd'hui. C'est que chacun d'entre nous, c'est pas juste l'assureur, c'est pas juste le médecin, on a vraiment tous un rôle à jouer dans une gestion efficace des invalidités. Donc, on va vous présenter ça aujourd'hui. Puis, c'est ça, donc, moi, je suis Miguel Fridé, puis je parle un peu espagnol. Puis, j'ai le même nom que le fils du, donc, le premier contact que moi. Donc, Louise. Alors, bien, merci beaucoup de votre participation. Merci à M. Lagarde de nous avoir invités. Votre micro, il est-il ouvert, Louise? Yes. Est-ce que vous m'entendez? Non. Ah, déjà. Ça, c'est un speaker. Là? Non. Je vais essayer de parler suffisamment fort. S'il y a un problème. On va s'arranger. Alors, on est habitué. Bon, Miguel, comme vous pouvez voir, on a des noms typiquement québécois. Moi, je suis Crawford, mais moi, je suis typiquement québécoise.
merci Annette de nous avoir invités. Et puis, la conférence aujourd'hui, c'est un sujet qui était d'intérêt parmi les participants à la leçon des réalités. Vous allez voir qu'on va aussi surfer un petit peu sur les idées de nos collègues par rapport aux santé mieux-être, mais on va quand même essayer de découvrir les rôles de chacun. Alors, on va regarder l'évolution démographique qui a un impact quand même significatif dans la gestion des réalités. Ça a beaucoup changé. Moi, quand j'ai commencé ma carrière, il y a 20 ans d'années au collectif, j'étais en gestion des réalités. Les profils des outils qu'on voyait, c'était complètement différent de ceux qu'on voit aujourd'hui. Alors, naturellement, on va regarder ce nouveau visage-là. L'employé, la question qui se pose, est-ce que je reste ou je quitte? On va regarder ça. Et le grand sujet, c'est les rôles de chacun. Les réalités, la responsabilité des réalités, ce n'est pas seulement la responsabilité de l'employé, ça devient aussi de plus en plus la responsabilité de l'employeur et des autres intervenants. La mise en place d'un programme pour la gestion, bon, on appelle ça gestion de l'absentéisme. Moi, je veux appeler ça gestion de l'assiduité, je trouve que c'est un petit peu plus positif. On peut lui donner différents noms, puis finalement, ensuite des questions et un mot de la fin. Ah, ça fonctionne. Évolution démographique. Donc, dans le fond, c'est un portrait de trois décennies. Il y en a une dans le passé, en 1971, puis j'étais pas né dans ce temps. En 2011, puis une prédiction pour 2030. Donc, comme vous voyez, ça représente les bandes d'âge. Vous savez, les jeunes en bas, 0 à 4 ans, puis 90 ans et plus en haut. Vous voyez qu'en 1971, c'est comme une pyramide. C'est-à-dire que la proportion de la population est en bas âge. Vous remarquez le bleu, c'est bas. Donc, en 2011, qui est un portrait récent, là, les bandes bleues ont augmenté. Voyez-vous, ça se rapproche de la bande jaune qui est 65 ans et plus. Donc, c'est comme si on voit un vieillissement du bassin de population. La prédiction pour 2030, il n'y a plus de pyramide. Vous voyez, c'est quasiment droit. Tout le long. Donc, vraiment, le vieillissement de la population, c'est un... on ne peut pas échapper à quoi, on ne peut pas passer à côté. Ce que ça veut dire, ben, on sait tous, là, puis on ne viendra pas là-dessus, mais on sait tous qu'avec l'âge, il y a des maladies, si vous voulez, qui sont un peu inévitables, des maladies chroniques, entre autres, avec une population élevée, on peut voir l'arthrite, des choses comme ça, diabète, etc., etc. Ça, c'est en santé. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à l'invalidité comme telle, puis c'est quoi l'impact du vieillissement de la population? Je vais vous poser une question, puis je demande votre participation. Qu'est-ce que ça signifie? Je ne suis pas un expert en génération X, Y, puis baby boomers, mais il y a des différences entre nous, puis il y a des facteurs qu'il faut tenir compte. Par exemple, les jeunes, le travail-famille, c'est hyper important. J'exagère un peu, mais c'est quasiment une société de loisirs. Les baby boomers, c'est à la retraite de la société de loisirs. Au travail, ils se sont investis au travail. Donc, réfléchissez un peu, puis j'aimerais ça que quelqu'un me dise pendant 30 secondes une petite anecdote sur une situation qu'a vécue, quelque chose comme ça, par rapport peut-être au vieillissement de la population, au choc générationnel. Oui, très bien. Et ensuite, c'est sûr que dernier, le cadeau qu'on a ici, il y a aussi l'application des problèmes de santé chroniques versus les problèmes de santé mentale qui sont beaucoup moins présents chez les personnes âgées versus les personnes plus jeunes qu'on voit comme un haut pourcentage de problèmes de santé mentale. Excuse-moi, dans le fond, Vas-y. Vous allez voir, on fait une présentation à deux. Ouais. C'est pas évident. En plus, Miguel, ce n'est pas mon conjoint. Mais la bonne chose, c'est qu'on ne devrait pas se chicaner et dire que là, tu n'as pas fait ça. Alors, Miguel, c'était à toi. C'est ça. Mais juste, y a-t-il quelqu'un qui a une petite anecdote, quelque chose de 30 secondes? Quelque chose que vous avez vu dans vos milieux de travail, disons. Oui. Qui était par rapport à un changement que vous voyez dans vos milieux de travail, autrefois, les personnes âgées versus les exigences, disons, des personnes plus jeunes. Le changement au niveau de l'employabilité, moi je regarde il y a 20 ans, on ouvrait exemple un poste en travail social, on avait moins de 36
bleu, c'est santé mentale. Donc, si on regarde, à peu près 1/3 des réclamations sont de santé mentale. Puis même dans différentes entreprises, là, dépendamment col bleu, col blanc, par exemple, la santé mentale peut même augmenter 40, 45. On a déjà vu un cours à 55%. De toutes les demandes, c'était des cas de santé mentale. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas passer à côté si réellement le diagnostic primaire au niveau de la longue durée. Vous voyez les petits carrés à l'intérieur. Santé mentale, c'est une catégorie générale. Tout ce qui rentre dans la santé mentale, ça peut être toute l'adaptation, anxiété, bipolarité, deuil, etc., etc. Tous les diagnostics, c'est là. Donc, vous voyez, c'est quasiment 1/3, 1/3 et 1/3. Donc, ça, c'est pris sur notre bloc d'affaires. C'est l'autre. Et voilà. Au niveau de l'invalidité de courte durée, OK? Qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la santé mentale versus les autres diagnostics? On remarque ici, vous voyez là, le pic du début à la gauche du graphique, là, ça représente les 8 premières semaines. Okay? Au niveau de la courte durée, la majorité de toutes les demandes se terminent en 8 semaines. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui s'absente, ça peut être pour une infection de bronche, une grippe, c'est des choses qui se règlent en quelques semaines, quelques jours. Donc, vous voyez, la ligne rouge en haut, la ligne jaune, c'est musculo-squelettique et les autres diagnostics. Donc, vous voyez qu'ils se règlent vite, rapidement, quelques semaines, c'est réglé. La santé mentale, c'est le bleu. Il n'y a pas de pic. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui tombe en maladie pour un diagnostic de santé mentale, ça se réglera pas. Il y en a qui vont se régler, là, vous voyez, mais beaucoup moins que les autres. Ça va perdurer. Là. Donc, c'est ça une des difficultés qu'on a aussi, c'est que quand la personne s'absente, elle reste plus longtemps à l'extérieur du travail. Donc, si on regarde ici, on voit, après les 8 semaines, on voit que les courbes sont similaires. Puis on voit qu'il y a 2 autres pics à la 17e semaine, puis 26e semaine. Vous pouvez me dire pourquoi? Bien, c'est comme si il y a des guérisons miraculeuses un petit peu quand le long terme arrive. Parce qu'en fait, écoutez, en fait, les statistiques ne mentent pas, c'est comme ça. Normalement, la courte durée, c'est quoi? 17 semaines, 26 semaines, ça joue toujours entre ces deux-là. Il y en a des plus longues des fois, mais donc, vous voyez comme il y a des guérisons un petit peu miracles là, qui se passent au niveau de remplir les formulaires. C'est peut-être trop là pour quelque chose quand la personne revient au travail. Mais là-dessus, au niveau de la santé mentale, on peut se poser la question pourquoi ça dure plus longtemps. Bien, il y a quelques raisons à ça, entre autres. Ouais. Puis moi, je vais revenir un petit peu sur quelques statistiques. D'ailleurs, on a vu dans votre projet un rapport sur l'indice 2014 Santé des Canadiens. Puis il y a des informations très importantes. Ça, c'est vraiment un rapport qui a été fait par la financière Sonnette, mais c'est les employés. Alors, par rapport au problème de santé mentale, chez les 18 à 24 ans, il y a 9 répondants sur 10 qui se disent soumis à un stress excessif dans leur vie. C'est quand même pas bien, tu sais. Ça ne veut pas dire que ce stress-là, particulièrement, va mener à un arrêt de travail, mais combiné Alors, combiné à un autre facteur, ça peut devenir une zone d'inconfort. Puis on le sait, les gens, il faut qu'on ait une zone de confort, que ce soit au travail ou à la maison. Il faut que ça aille bien à une des deux places. Si les deux endroits, ça éclate, bien, ça va éclater dans notre vie aussi, puis on ne pourra plus fonctionner. Alors ça, c'est pour les 18 à 24 ans. Puis, au total, on dit que 76% disent vivre au moins une source de stress excessif. Alors, 76%, c'est pas rien dans notre population. Là, et puis, pour vous parler des facteurs contributifs additionnels, ou parfois on entend dans la littérature aussi les déterminants par rapport à la santé, il y a beaucoup de choses qui influencent le fait qu'une personne va rester au travail ou va quitter. Puis moi, je vous dirais que les employeurs dans le milieu de travail, c'est des choses qu'on peut observer. Nous, par rapport à la gestion d'invalidité chez l'assureur, lorsqu'un gestionnaire de cas regarde un dossier pour en faire l'analyse, de plus en plus, ils tiennent compte de ces facteurs-là. Parce que c'est pas uniquement, tu sais, comme un bras cassé, puis la personne retourne travailler.
malgré que, de nos jours, même une réclamation aussi simple qu'un bras cassé ou une jambe cassée, on peut voir une prolongation parce que le diagnostic principal, qui était un diagnostic très, très simple, excusez-moi anglophone, mais je vais l'utiliser quand même, va shifter vers un problème de santé mentale. Le problème de santé mentale était là, sous-adjacent, dormait, mais tout à coup, au moment de l'arrêt de travail, il refait apparition. Bon, je pourrais m'étendre sur le sujet, ça peut être à cause d'un problème dans le milieu de travail qu'on n'a pas détecté. Une fois qu'on en est sorti, ça ne nous tente plus de revenir. On se dit, je suis bien chez nous, tu sais. Mon boss, tu sais, que j'ai de la misère, ou la collègue, il y a un conflit, je ne suis pas obligée d'y retourner. Alors, si on tient compte dans la préparation ou la gestion de l'assiduité des facteurs, des déterminants, ça peut nous aider. Il y a des facteurs d'ordre personnel, il y a maladie. Nous, on l'a mis en 5 catégories. Personnel, maladie, l'accès au système de santé, c'est pas rien. Le travail et naturellement, nous, l'assureur, les problèmes parfois avec les indemnités. Pour une raison X, on n'a pas droit à nos prestations. Puis ça peut devenir quelque chose de très contraignant d'avoir un problème d'argent, on s'entend. Alors, vite fait, par rapport aux conditions de travail, puis là, je ne vous nommerai pas tout ça, mais ça, c'est tous des facteurs psychosociaux qui existent. On pourrait vous faire la distribution de la liste après la rencontre. Naturellement, les exigences élevées en milieu de travail, c'en est une, qu'on peut regarder pour accommoder une personne. Des perceptions négatives face aux exigences de la tâche. Disons, rupture d'un lien d'emploi. On fait des mises à pied, ça affecte le milieu de travail. Une multitude de choses comme ça. L'accès aux soins, mais si on est malade, on n'a pas de médecin. Ça vient contribuer à notre désespoir. Alors, le maintien au travail ou arrêt de travail. Moi, j'aimerais vous poser la question, qui croyez-vous décide du maintien ou de l'arrêt au travail? Employé. L'employé. Effectivement. C'est l'employé lui-même qui décide finalement. Parfois, on va dire, ah ben non, au bout du compte, là, c'est son médecin. Mais c'est de moins en moins vrai. Oui, pour poser le diagnostic. Puis là, Dr Messier, vous pouvez intervenir si je dis des faussetés. C'est sûr que pour poser un diagnostic, oui. Mais la perception, c'est l'employé qui est assis dans le bureau du médecin et qui va avoir son discours, qui va dire, ben, j'en peux plus, il faut absolument que je quitte mon milieu de travail. Puis, naturellement, on parle surtout là, des problèmes de santé mentale, ou parfois à l'inverse. On peut être assis devant une personne qui vit une grande détresse, mais qui veut absolument rester au travail. Parce qu'elle dit, ben là, je ne peux pas m'en aller, je suis indispensable, moi, ils ne peuvent pas se passer de moi. Ou, ben là, si je quitte, je vais perdre mon emploi, moi j'ai une famille, j'ai besoin de ce revenu-là. Alors, au bout du compte, le discours, c'est vraiment l'employé, quand il est assis dans le bureau du médecin, qui va faire qu'il va avoir la décision de rester ou de quitter. Dans le fond, je ne sais pas, pour rendre ça interactif un petit peu, Vas-y, on pourrait faire notre petit jeu de rôle. Là, comme... Oui. Ouais. Oui, on pourrait. On va rendre ça un peu humoristique. Ben, On va faire un exemple d'une rencontre, là, pas dans un bureau de médecin, mais dans le bureau d'un employeur, où une personne vit des difficultés, puis vous nous direz après qu'est-ce que vous en pensez. Donc, moi, je suis l'employé un peu victimisé là-dedans. Okay. Naturellement. Alors, bonjour Miguel, tu voulais me parler? Oui, Louise, écoute, je ne sais pas trop comment dire ça. Tu as sûrement remarqué que je me suis absenté un peu. Excuse-moi, je vais t'écouter, là, mais je voulais juste te dire que j'ai une réunion à peu près dans 5 minutes. Okay. Fait qu'il faudrait, tu sais, comme, en tout cas. Ben, je me sens mal un peu parce que j'ai eu des problèmes. Puis là, tu n'as pas le temps, tu m'as voir une autre fois. Oui, j'ai le temps, là, mais c'est quel genre de problème, juste là? Ben, il va falloir que je m'absente dans les semaines qui suivent, puis je sais qu'on a un rush au travail, mais j'ai des problèmes, puis il faut que je quitte. OK. Quitter, est-ce
s'arranger pour que ça ne soit pas trop long. Tu sais, on est dans un gros rush, là, la production est dans le tapis. Tu sais, on a vraiment besoin de tous nos bras. Tu penses que ça va être long? Ben, écoute, je sais pas, tu mets un peu de pression, là, je me sens mal à l'aise un peu, là. Ben, écoute, la dernière chose, l'employeur pourrait lui dire, ben, écoute, tu te sens vraiment pas bien, peut-être que tu pourrais aller voir ton médecin. Bon, ben, OK, d'abord, je vais aller le voir. Ben, on a exagéré un peu, OK, évidemment. Mais je ne sais pas si, est-ce qu'on a bien fait ça? Est-ce qu'on a eu un bon contact? Est-ce que vous auriez fait les choses un peu autrement? Mettons qu'un employé essaie de dire qu'il y a des problèmes, quelque chose comme ça. Juste vos commentaires, 30 secondes sur la situation. Mais ça, c'est vrai qu'on trouve ça dans les entreprises. Des fois, on ne sait pas comment prendre la personne qui va venir nous rencontrer pour dire les problèmes. Moi, je suis pas... c'est ma job, là, mais on me l'a donné comme parenthèse. Fait que moi, je suis obligée de dealer avec ça. Mais moi aussi, j'ai des valeurs. Tu sais, des fois, on est confronté dans deux milieux différents. C'est compliqué. On est une gang de vieux avec une gang de jeunes. On ne pense pas pantoute pareil. Tu sais, moi, je suis habituée de parler avec des vieux, mais avec les jeunes, je m'aperçois que j'ai des ajustements à faire. Et c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Ben, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est vrai qu'il faut prendre la bonne façon de les rencontrer, mais eux autres aussi, il faut qu'ils prennent la bonne façon de prendre le temps de nous rencontrer. Ils savent qu'on est dans le rush, ils savent qu'on a un meeting. Si c'est si urgent, ils disent, ben là, c'est parce que j'ai pas le choix, je vais prendre le temps. Mais tu sais, il y a des fois, on n'a pas le temps. Tout le monde veut tout avoir en même temps. Mais non, ce que je l'ai dit dans le fond, ce qu'on voulait démontrer, c'est que dans une situation comme ça, c'est sûr que, admettons que j'ai un stress réel, là, que je suis en détresse, c'est sûr qu'une interaction comme ça pourrait peut-être me pousser en effet à aller voir mon médecin le lendemain, puis là, vous envoyez un billet le lendemain en disant je rentre pas. C'est sûr qu'on a probablement tous vu ça. Là. Donc, mais tu sais, je veux pas. Le but de la présentation, c'est pas de vous dire de la bonne ou de la mauvaise façon. C'est sûr que si, mettons, il y a une approche différente, par exemple, où il y a des outils nécessaires, le PAE, entre autres, des choses comme ça, puis comme on va parler, chacun a sa responsabilité. L'employé a également une responsabilité importante, on va en revenir là-dessus, mais je voulais juste vous faire rigoler un petit peu au niveau de... Puis, parlant de cœur de la présentation, c'est vraiment ça, c'est les rôles de chacun. Commençons par le superviseur et l'employeur. Quand je parle de superviseur, c'est, par exemple, le chef d'équipe direct, mettons, avec le travailleur. Puis, j'ai mis deux colonnes, si vous voulez, la colonne la bonne façon puis la mauvaise façon. Actif versus passif. Puis, je vais vous expliquer la différence un peu entre les deux. Lorsqu'on parle, bon, établir une politique d'absence. On en a parlé un peu avant, on va en discuter un peu après, fait que ça, je vais le sauter. Garder le contact. Garder le contact, il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'interdiction que l'employeur ne peut pas garder le contact avec le travailleur qui est absent. C'est sûr qu'il faut avoir un jugement dans le sens que si l'employé se sent oppressé et il ne veut pas que vous l'appelez, que ça, il faut respecter les choix. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est même prouvé qu'un employeur qui maintient le contact dès le départ, au jour 1, avec l'employé qui est absent, garder le contact, ça ne veut pas dire lui mettre de la pression, mais juste le garder informé. Le dire qu'est-ce qui se passe au travail. Mettons, j'ai un exemple que je donne souvent aux gens, c'est le système informatique change, ou quelque chose change au travail. Quand vous donnez cette information-là au travailleur absent, bien, il va se sentir un peu valorisé. C'est ça, il y a des études qui le prouvent là-dessus, tout ça. Donc, garder le contact, c'est important. À éviter, ça serait de couper le contact. Complètement. Pas un son, pas une lumière. Donc, ça, c'est sûr que là-dessus, c'est important. Communiquer l'information pertinente, puis s'impliquer dans le médical à éviter. Ça, je vais vous expliquer ce que je voulais dire par là. C'est que nous lorsqu'on est, mettons, assureur, on reçoit une réclamation, puis on voit, par exemple, là, un diagnostic, tout ça. Des fois, on peut avoir de la difficulté à comparer ça avec les tâches ou la job que le travailleur fait. Des fois, on n'est pas au courant. T'sais, nous, on est assis dans le bureau, puis on ne sait pas trop qu'est-ce qui fait ça. Donc, vous partagez l'information avec les personnes concernées sur c'est quoi le travail de l'employé. Ça, c'est extrêmement important. L'autre chose aussi, c'est qu'on parlait de facteurs contributifs. Mettons que l'employé est absent, l'assureur ne vous dira pas ben, il est absent pour une tendinite à l'épaule. Ça, c'est du médical, c'est confidentiel. Mais vous, mettons que vous avez de l'information
en disant, bien écoutez, le mois passé, on l'a rencontré, puis il est dans un programme de performance. Puis lors de son retour au travail, il va continuer le programme de performance, parce qu'il était sous-performant, par exemple. Ça, c'est de l'information qu'il faut absolument nous dire dans ces moments comme ça. Donc, c'est ça que je veux dire par communiquer l'information pertinente. S'impliquer dans le médical, c'est sûr que par la loi, les choses comme ça, l'assureur ou le fournisseur de services ne peut pas vous dire, bien, il y a une dépression, puis il voit le docteur un tel, puis il prend de défection. Ça, c'est de l'information confidentielle qu'on ne peut pas vous transmettre. Ce qu'on peut vous transmettre, puis on va en revenir tout à l'heure, c'est l'information sur les restrictions et limitations, pour que vous soyez en mesure de savoir, s'il revient au travail, est-ce que c'est sécuritaire pour lui, ces choses-là. Offrir un environnement favorable au rétablissement. Ça, on va en discuter un petit peu tout à l'heure. On parle d'accommodation, on parle de trucs comme ça. Retour au travail précipité. Évidemment, nous, le but, c'est de retourner, l'assureur, c'est de retourner le travailleur au travail, une vie active professionnelle. Si on fait ça trop tard, c'est pas mieux, parce que les restent chez eux. Mais si on fait ça trop tôt, c'est pas mieux non plus. Le risque de rechute est élevé. Donc, il faut avoir une bonne balance entre les deux. Miguel, oui. J'aimerais ça que tu restes sur la diapositive parce qu'il me semble que j'entends réfléchir parfois certains employeurs, je suis sûre. Il y a probablement des personnes qui font de la gestion des dossiers d'invalidité ici. Puis, souvent, là, il y a une contrariété avec ce qu'on dit, de rester impliqué dans le médical. Puis, quand vous avez des discussions avec l'assureur, vous lui dites, ben oui, mais comment je peux aider si je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, Mais je pense qu'est-ce qu'il faut retenir, c'est que ce n'est pas nécessairement le diagnostic qui est important à savoir. Ça, on ne peut pas le partager. Mais toutes les capacités fonctionnelles ou les incapacités, c'est ça qui est important de partager pour faire en sorte qu'on puisse faire un plan de retour au travail efficace avec vous et avec l'employé. Alors, je pense que le diagnostic, le principal, on peut mettre ça de côté, puisque, il faut en tenir compte, mais le mot, dépression, on peut travailler autrement, puis faire tomber ces frustrations-là qu'il y a souvent entre les employeurs et l'assureur. Alors, le rôle de l'employé, lui, on pense que c'est de mitiger ses pertes. Ça, c'est beau, ça, c'est dit dans les contrats d'assurance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'employé doit être au cœur du processus. On parle de sa santé à lui, c'est son emploi à lui, ses revenus. C'est pas négligeable. De l'invalidité, c'est notre salaire, là, finalement. Il doit collaborer avec les équipes traitantes et suivre les traitements appropriés. Ça veut dire qu'à partir du moment où on fait un plan de retour au travail, où on détermine que la personne, pour améliorer sa santé, elle a besoin d'un traitement X, la personne a la responsabilité de se prendre en main. Un petit peu comme mes collègues nos conférenciers précédents. Même dans la santé, le mieux-être, c'est la même chose. On est tous responsables de notre santé. Alors ici, c'est la même chose. Puis naturellement, participer activement au processus de réintégration, ça veut dire qu'au moment où la personne est prête à retourner au travail, elle fait partie des discussions. Si vous avez des discussions avec l'assureur ou un spécialiste en réadaptation, le médecin, l'équipe traitante, l'employé devrait être impliqué dans ce processus-là pour se sentir partie prenante puis qu'on ne décide pas tout pour lui. Puis ce qui est important aussi quand on voulait dire mitiger ses pertes, c'est un peu l'exemple qu'on donnait tout à l'heure. C'est-à-dire que l'employeur a créé un environnement hyper favorable. Le gym est sur place, le programme d'activité, tout ça, mais si l'employé ne participe pas ou ne collabore pas, c'est ça, il manque un morceau. Le rôle du médecin, dans le fond, c'est que ce qui est important, c'est que lorsqu'on gère un dossier, il y a plusieurs personnes qui gravitent autour. Il y a l'employé qui est au milieu, c'est lui qui a la maladie qui est absent, puis il y a l'assureur, il y a l'employeur, il y a son médecin traitant, il y a le thérapeute, il y a un fournisseur de services, il y a plein de personnes qui gravitent autour de ça. Puis ce qui est important, c'est de collaborer. Ça, c'est vraiment primaire, c'est que tout le monde collabore ensemble. Le rôle spécifique du médecin traitant,
d'invalidité, si vous voulez, c'est vraiment de prendre en charge son patient, de diagnostiquer. Moi, je ne suis pas médecin, donc on ne peut pas diagnostiquer nos employés absents. Donc, c'est de diagnostiquer la maladie et de traiter la maladie selon la littérature médicale à jour, dans le fond. Puis, moi, quand j'ai commencé ma carrière en assurance, j'étais gestionnaire de dossier, donc c'est moi qui payais les réclamations d'invalidité. Puis, j'entendais souvent, c'est un exemple qui m'est revenu des centaines de fois, là. Puis, c'est l'assuré qui nous appelait et qui disait, mon médecin m'a dit que j'étais invalide. Pourquoi vous ne me payez pas? Mettons juste un petit billet médical, quelque chose comme ça, personne invalide, indéterminée. Pourquoi vous ne me payez pas? La raison pourquoi, c'est que, dans le fond, le médecin est un intervenant, mais au niveau de la gestion d'invalidité, on a un contrat à respecter, on a les facteurs contributifs qu'on parle, puis on a l'emploi du travailleur, ces choses-là. Je vais donner un exemple simple. C'est que le médecin, par exemple, qui rencontre la personne dans le bureau, n'est pas nécessairement au courant de toute la tâche que l'employé fait au travail, de toutes les exigences physiques ou cognitives qu'il fait. Il y en a qui peuvent le savoir, dépendamment du milieu, tout ça, mais il y en a qui ne le savent pas. Donc, tu sais, des fois, il y a des médecins qui ne savent à peu près pas ce que l'employé fait. Dans le fond, selon ce que l'employé dit, bien entendu, c'est lui la source d'information, quand ils sont dans le cabinet. Donc, mon message, dans le fond, c'est que la prise de décision, tout ça, lors d'une invalidité, c'est vraiment un travail de collaboration avec tous les intervenants. Puis quand il y a quelqu'un qui ne collabore pas dans le maillon, si tu veux, là, ça fait bien, puis c'est difficile de prendre une décision à ce moment-là. Donc, c'est ça. Rôle de l'assureur. Moi, je qualifierais ça en deux temps. Le premier, c'est sûr que le rôle de l'assureur, bon, il y en a qui vont dire, c'est de gérer les réclamations. C'est bien évident. C'est ça, le premier rôle. Donc, il y a un rôle de gestion qui se fait. Gestion des demandes, des maladies courte durée, longue durée, la gestion des médicaments, la gestion de tout ça. Donc, statuer sur la demande d'invalidité, ça c'est notre premier rôle. Communiquer adéquatement. On l'a dit ce matin, dans tous les aspects de la vie, la communication, c'est primaire. L'assureur a un devoir de bien communiquer avec vous aussi, parce que vous avez des choses à planifier. Hein. Si un employé n'est pas là, vous avez des trucs à planifier. Alors, remplacez, c'est ça. Donc, c'est important de communiquer, que l'assureur communique avec vous. S'assurer que le contrat est respecté, ça c'est la règle primaire. Développe des plans d'action aussi, puis support en réadaptation. Ce que je veux dire par là, c'est que l'assureur ou le fournisseur de services doit prendre le travailleur qui est absent, puis trouver une façon de l'amener vers la santé. Parce qu'il est trop tard, il est absent, il n'est plus là. Donc c'est vraiment de dire, OK, c'est quoi le moyen le plus efficace? Sécurité, puis de l'autre. Quand je dis sécurité, c'est de ne pas le ramener trop vite. Puis au niveau aussi de pas le garder trop longtemps, c'est quoi le juste milieu. Donc, c'est quoi les étapes qu'on va faire pour le ramener. Les assureurs ont toutes sortes d'outils pour ça. Évidemment, on a entendu tous parler des expertises médicales, des choses comme ça. Support en réadaptation, ça, c'est une ressource qui est fréquemment utilisée aussi pour amener l'assuré qui est invalide vers un travail actif. Le rôle de support d'un employeur, c'est vraiment, on en a parlé, c'est que, comme moi, par exemple, dans mon rôle de consultant, il y a des compagnies qui m'appellent et qui disent « Je veux savoir pourquoi j'ai une mauvaise expérience en invalidité. » Donc, les rapports de tendance, par exemple. Est-ce que mon problème, est-ce que les employés ont des problèmes de santé mentale? Musculo-squelettique? Si c'est musculo-squelettique, est-ce que c'est l'épaule, le dos? Est-ce que le problème, c'est la durée des invalidités? Est-ce que, voyez-vous, trouver un petit peu le portrait des personnes absentes, donc, rapport de tendance, guide des formations. On a des formations de toutes sortes. On en a parlé ce matin, des formations de prévention. Il y a des formations aussi sur comment détecter, identifier des signes de maladies, des choses comme ça. Donc, je ne les énumérerai pas, mais dans le fond, c'est un rôle de support que l'assureur ou le fournisseur de services peut vous donner. Dans le fond, avant de passer à notre deuxième partie de la présentation, pour récapituler les rôles de chacun, là, on en a parlé en détail, mais pour faire ça relativement simple, là, le rôle de l'employeur, c'est de créer un environnement favorable, dans le fond. Créer un environnement là, au travail, c'est favorable pour le bon développement de ses employés. Le rôle de l'employé, c'est quoi? Ben, c'est de participer. Lui a un rôle de collaborer, de participer, puisque l'environnement est déjà favorable. Le rôle du médecin, traiter, diagnostiquer. Puis le rôle de l'assureur,
c'est réellement de prendre, est-ce que la personne est invalide par rapport à son emploi. C'est en gros, là, dans le fond, c'est ça, là, si on veut, les rôles simplifiés de chacun. Moi, j'aimerais rajouter, par rapport aux assureurs, on l'a vu ce matin, c'était 2 personnes qui venaient aussi des assureurs. Le rôle de l'assureur s'est beaucoup transformé. Maintenant, oui, il y a la gestion des validités, mais on parle d'un continuum, de la prévention, la gestion précoce des absences qui peut être faite avec un tiers ou des personnes spécialisées chez l'employeur. Et ensuite, naturellement, il y a la gestion pure de l'invalidité qui est là depuis des années chez les assureurs et la réadaptation qui est devenue un incontournable là, chez les employeurs et chez les assureurs. Alors, on voit qu'il y a eu quand même un vent de changement. Et de plus en plus, je pense qu'on s'en va vers la prévention pour travailler justement avec vous, pour éviter que votre main-d'œuvre, que vous la perdiez, puis que les gens, vous ayez à payer, naturellement, on connaît l'augmentation des primes et ainsi de suite. Mais c'est un visage qui a changé beaucoup dans les 20 dernières années, disons. Alors, dans la deuxième partie, on va regarder davantage un programme de gestion des absences, mais le rôle de l'employeur, le rôle des gestionnaires. L'importance. Alors, les piliers, les points essentiels, ce serait d'établir une politique d'absence. C'est vraiment important d'avoir une politique d'absence en emploi. La politique n'est pas obligée d'être exhaustive, mais au moins qu'on ait des règles très claires qu'on communique aux employés. Moi, quand je fais mon autre travail en prévention, je fais de la collecte de données. Et c'est quand même, peut-être qu'il y en a qui se disent, on ne regarde pas ça, les absences occasionnelles, on ne tient pas compte de ça. La majorité des employeurs, honnêtement, ne le font pas. Dans mes 10 années de collecte de données chez des employeurs, c'est plutôt rare qu'on a des employeurs qui ont un visage, qui peuvent mettre des chiffres sur leur absence occasionnelle. Alors, si on n'a pas de chiffres, imaginez-vous, on sait encore moins pourquoi nos employés s'absentent. Alors ça, c'est important si on veut prendre un petit peu comme la main sur la raison de nos absences. Communiquer les attentes. Si on fait une politique, c'est super important de communiquer la politique. Il faut que les gens soient au courant. Si tu dis à un employé ou on l'appelle, disons, on fait de la gestion précoce, on appelle l'employé après une journée pour lui demander comment tu vas, puis il est surpris. On se fait qu'ils m'ont appelé. À l'inverse, s'ils sont au courant de la politique et la raison aussi pour laquelle on le fait, ils vont comprendre. Puis j'aurais une tendance à même aller du côté financier. Pourquoi ne pas impliquer les gens dans l'augmentation des coûts d'assurance? C'est eux qui payent l'assurance collective. Si on leur dit, en mettant un programme de prévention en place ou en mettant un programme d'absence, de gestion des absences politiques, on va aider peut-être, jamais une garantie, mais probablement, à réduire vos coûts d'assurance. Bien là, on les implique davantage. Puis il n'y a pas de mal à faire ça là, dans le milieu de travail. Connaître les exigences de l'emploi, ça, Miguel en a parlé un peu. C'est sûr que si on a des descriptions de tâches bien faites, avec au moins un minimum de c'est quoi l'exigence de la tâche, bien ça aussi, ça peut aider pour la formulation des plans de retour au travail ou comprendre, une personne, au lieu de s'absenter, on pourrait l'accommoder, puis elle va rester dans son milieu de travail. Ça, on parle des accommodements. Puis naturellement, bien, aller chercher le soutien nécessaire. Si vous n'avez pas les ressources à l'interne, vous pouvez vous adresser au PAE, à votre assureur ou à un tiers pour savoir quelles ressources qu'on pourrait utiliser, qui peut nous aider dans ça. Donc, le premier point, établir des politiques et des procédures claires par écrit. Peu importe ce que vous faites, si c'est simple ou pas simple, par écrit, faites ça par écrit. Dans le fond, ce qui est important, c'est juste d'avoir une espèce de guide. Hein, si l'absence arrive, que ce soit occasionnel ou ça, comment on fait? Ça, c'est
c'est important, c'est vraiment la base d'avoir une politique écrite sur l'assiduité, les absences occasionnelles ou la déclaration d'absence. Par exemple, après 5 jours consécutifs, l'employé doit remplir un formulaire ou quelque chose comme ça, que ce soit écrit. Une des choses qui est importante aussi dans la politique d'absence, c'est pas juste quand la personne s'en va en invalidité, mais c'est quand la personne revient. C'est important d'avoir une politique lors du retour au travail aussi. C'est important que on peut dire politique ou philosophie d'absence de votre entreprise correspondent avec la philosophie puis la politique de l'assureur aussi. C'est-à-dire que vous avez des besoins en tant qu'entreprise, vos besoins sont différents de chacun. C'est important que l'assureur en tienne compte aussi. Donc, c'est ça que je veux dire par politique d'absence. Alors, pour le retour au travail, bien, pour aller un petit peu plus pointu, naturellement, on l'aurait dit et on l'a dit, c'est important de rester en contact avec les employés en congé. Là, pour rester en contact avec les employés en congé, c'est sûr qu'il faut avoir une notion. De plus en plus, il y a des formations qui sont offertes aux employeurs, puis je dirais parfois aux RH, mais aussi des gestionnaires de premier niveau. Alors, pour pas que vous soyez laissé seul avec ce problème-là ou cette intervention-là, que vous soyez à l'aise aussi de communiquer avec vos employés. C'est pas tout le monde qui a la facilité d'appeler un employé qu'on sait qui vit une grande problématique, puis de demander, bien, comment tu vas? Il y en a beaucoup qui ne le font pas parce qu'ils ne sont pas à l'aise. Alors, de plus en plus, on peut retrouver des formations. D'ailleurs, il y a un des clients qu'on a amené sur la gestion de l'assiduité. C'est des cours qui sont offerts aux gestionnaires de premier niveau pour faciliter la tâche. On veut comprendre les diverses tâches et responsabilités de l'employé pour mieux l'accommoder. Les réactions des collègues. Un employé qui part en arrêt de travail, ça peut avoir un impact vraiment important dans le groupe de travail. Ça peut causer des frustrations. Une personne qui a une maladie récurrente, elle s'absente, ça fait 3 fois qu'elle s'absente dans l'année. Alors là, les employés vont commencer à dire, mais oui, on sait bien, c'est toujours moi qui ai payé avec sa job. Fait que comment on adresse ça dans le milieu de travail? Si on implique le groupe de travail à comprendre, naturellement, encore une fois, on est obligé de parler du diagnostic, mais comprendre un peu, puis essayer de s'entraider, ça peut faciliter la tâche. Et naturellement, bien, une fois que la personne est sortie de la zone, disons, là, critique ou les premières semaines de l'arrêt de travail, peut-être tout de suite essayer de travailler avec cette personne-là, à voir comment on peut la retourner au travail, puis naturellement impliquer l'équipe traitante et l'assureur. Puis, au moment du retour, essayer de faire que sa première journée soit une expérience positive. Il y en a là, qui vont s'attendre à ce que tous les collègues là, leur fassent un super lunch à l'heure du midi pour les accueillir, puis là, ils sont super heureux. D'autres, c'est pas le cas. Alors, il faut respecter ça. Il y en a, eux, vont aller dans leur bureau, rester tranquilles. Donc, il faut le respecter. Par contre, il faut être bien préparé pour pas qu'il y ait un clash non plus. Une personne qui quitte pendant 1 an, lorsqu'elle revient, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Alors, on peut préparer le retour au travail un petit peu à l'avance. Là, plus tard, on va vous montrer une diapositive qui va bien exprimer ça. Je pensais qu'elle était tout de suite là. Est-ce que j'ai hâte de la montrer? Mais vas-y. On peut la montrer tout de suite. Non, on va y arriver. On va y arriver. Ah, regarde. On va là. OK. Ça va là. Oh. Étant donné qu'il nous reste 10 minutes en plus. À part pas. Ah! Les plus jeunes, peut-être, qu'on ne prendront pas. C'est pas vrai. Là, ça le punch, ça a manqué. On a manqué le punch. On a manqué le job, mais c'est pour les personnes qui ont un petit peu plus d'expérience, c'est la fameuse dactylo que quand ça arrivait à la fin de l'année, il fallait la. Naturellement, ceux qui sont plus jeunes,
ils sont nés dans les années 80 complètement, mais quand même, l'importance de bien préparer son employé. Bon, je sais qu'il nous reste peu de temps, fait qu'on va essayer d'aller au principal. Communiquer les attentes, on en a parlé. Lorsqu'on établit une procédure, c'est bien beau l'établir, la mettre par écrit, mais s'il y a des modifications dans cette procédure-là, ou des changements ou quelque chose comme ça, c'est important de mettre à jour cette procédure-là tout le temps. Et lorsqu'elle est à jour, c'est important de la partager avec tous les employés et les gestionnaires. Il y a plusieurs façons de faire ça. Je ne sais pas si dans vos entreprises, des fois, vous avez comme un site commun ou une espèce d'intranet ou des choses comme ça. Mais c'est important de communiquer la procédure et lorsqu'il y a des changements, la communiquer aussi à tout le monde, que tout le monde soit au courant. Mais finalement, on surfe sur ça. On l'a dit pour les programmes de prévention, la communication, c'est la clé du succès dans n'importe quoi qu'on fait dans nos entreprises. Alors, le modèle de communication, ce serait que l'employé communique bien avec son superviseur. Le superviseur, lui, communique bien avec l'assureur et l'assureur, lui aussi, revient à l'employé. Alors, c'est vraiment de faire une boucle et que tout le monde travaille en équipe pour assurer, disons, le confort, soit de l'organisation et de l'employé. Connaître les exigences de l'emploi, ça c'est très important. Il y a deux aspects que je voulais mettre l'attention là-dessus. La première, c'est que ce soit le médecin qui évalue son patient dans le bureau, c'est important, ou l'assureur qui prend une décision sur une invalidité, c'est important de connaître les tâches que la personne fait. Ça, c'est essentiel. Si vous avez des descriptions de tâches, ou si vous voulez prendre le téléphone, communiquer avec votre gestionnaire de dossier en disant c'est ça que l'employé fait les tâches. Parce que des fois, j'ai remarqué, moi, avec mon expérience, que l'employé peut dire moi, je lève 50 livres de façon fréquente, tous les jours, tout le temps, 50 livres. Puis là, on vous appelle, puis c'est pas 50 livres, c'est 15. Là, j'exagère un peu, mais voyez-vous la différence un peu que la perception de l'employé peut être un peu biaisée là-dedans. Fait que c'est important d'avoir concrètement c'est quoi que l'employé doit faire durant sa journée de travail. Tâche essentielle versus non essentielle. Mettons que l'employé, est sur une chaîne de montage, par exemple, comme la personne lève des boîtes, ça pèse 25 livres. Une fois par jour, il faut qu'il lève une boîte de 50. Puis sa restriction, par exemple, médicale, en raison de son taux, c'est 30 livres qu'il ne peut pas lever plus. Donc, la seule boîte de 50 livres, il ne pourrait pas la lever. Mais il ne faut pas l'envoyer chez eux ou qu'il reste en invalidité pour ça. C'est une tâche non essentielle. Il le fait une fois dans tout son corps de travail. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut, l'accommodation encore, qui dit, bon, ben, il y a quelqu'un qui va venir l'aider pour cette fois-là, de la transporter, c'est un exemple là, que je donne. Donc, c'est ça les tâches essentielles versus non essentielles. Puis c'est important d'avoir ça, encore une fois, par écrit, qu'on sache c'est quoi que l'employé fait de façon quotidienne avec les différents rôles. Au niveau des accommodations, ça, c'est une autre clé du succès. Les accommodations, ce n'est pas juste quand la personne revient d'une absence prolongée. L'accommodation peut se faire dès le départ, avant qu'il parte. Puis ça, c'est quelque chose que c'est important également. Puis l'accommodation, qu'est-ce que ça veut dire dans l'accommodation? Ça ne veut pas dire asseoir l'employé dans un bureau avec un écran bleu, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est vraiment de dire, par exemple, comment est-ce qu'on peut faire peut-être pour modifier quelque chose? On modifie quoi? On peut modifier ses tâches. On peut modifier son horaire, si on peut. On peut modifier, lors du retour, un retour graduel, par exemple, des choses comme ça. Accommodation, c'est un terme large pour dire est-ce qu'on peut modifier quelque chose, que ce soit temporaire ou permanent, pour accommoder l'employé. Il y a des choses qui peuvent être permanentes. Je parle, par exemple, à quelqu'un qui a de l'arthrite rhumatoïde, quelque chose comme ça. Il peut avoir des petits déficits que, dans le temps, ça perdure, puis même ça peut même détériorer. Donc, c'est ça que je veux dire un peu par accommodement. Puis c'est aussi important de le faire avant qu'après. Il y a aussi des accommodements pour les problèmes plus d'ordre cognitif. Ça, des fois, c'est une zone un petit peu plus grise où on peut être hésitant. La personne, disons, elle vit une grande fatigue, un épuisement. Mais là, à ce moment-là, on pourrait peut-être revoir sa charge de travail. Puis, je sais que c'est très exigeant pour les employeurs de faire des accommodements parce qu'on doit aussi faire accepter ça par tous les corps de travail des autres personnes, mais c'est faisable. Puis, ça a tellement d'impact au bout du compte, c'est que vous allez faire en sorte que vos gens vont rester en milieu de travail. Les difficultés à gérer le stress,
c'est quoi là, la difficulté avec son agenda, on peut lui donner des formations pour comment gérer justement son temps. Il y a différentes façons. La concentration. Personne ne discute de concentration. Son bureau est dans le milieu d'un couloir. On peut peut-être penser à la changer de place. Puis ça peut faire toute la différence. Fait que c'est des petits gestes qui sont simples, mais qui ont un gros impact. Puis l'idée là-dedans, c'est comme on parlait un peu tout à l'heure, c'est que est-ce que c'est-tu payant, essayer d'accommoder, tu sais, que l'employé reste dans le fond en prestation de révalidité. Ça, c'est une vidéo qui vient de partir. Mais en tout cas, le dernier point au niveau de la mise en place d'un programme, c'est d'aller chercher le soutien nécessaire. Parce que, dans le fond, le message, que le programme d'absence, de la façon que vous faites, c'est à vous, ça vous appartient. Par contre, c'est bien d'aller chercher de l'aide pour peut-être monter ce programme-là, vérifier ce programme-là, voir s'il marche, avoir de la rétroaction, des choses comme ça. Donc, vous pouvez aller chercher le soutien, dans le fond, nécessaire avec un assureur, un fournisseur de services, des choses comme ça. Mais le message, vraiment, c'est que lorsque vous faites affaire avec quelqu'un d'externe pour vous aider, vous soutenir dans quelque chose, essayez qu'il ait la même philosophie que vous. Essayez les mêmes valeurs. Vous, en tant qu'entreprise, vous voulez avoir des valeurs, il y a des choses qui sont importantes pour vous. Votre fournisseur de services doit avoir la même chose également. Donc ça devrait être important pour la mise en place d'un programme. Puis le message qu'on voulait délivrer aujourd'hui, c'est que, tu sais, on a tous une responsabilité. C'est que c'est pas juste la responsabilité de la personne, le gestionnaire de dossier qui a le dernier mot, ou juste le médecin, ou l'employé, même si on a mis l'emphase sur l'employé. C'est vraiment un tout. Alors, si les employeurs ont réussi à travailler en équipe avec toutes les parties prenantes, on a des meilleurs résultats. Puis, souvent, on va voir où on entend les entreprises dire « Ouais, mais c'est dur, tu sais, nous, on est une petite entreprise, on est une PME, c'est beaucoup plus difficile. » Soyez assurés, c'est tout aussi simple pour les PME, même peut-être plus, parce que vous êtes plus près de vos gens. Alors, c'est juste d'aller chercher les ressources nécessaires puis avoir un bon contact avec vos employés. Je ne sais pas, ça met fin, on est dans notre temps. Moi, je voyais M. Lavergne en arrière qui me faisait ça, comme un décompte, là, on est bon. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions? Oui, puis on va vraiment poursuivre avec la table de ronde. On va écouter tout le monde, donc il n'y a pas d'hésitation. Préparez vos questions, on fait juste s'installer. Puis on va inviter Dr. Messier à se joindre à nous pour la table de ronde.